Les rares personnes qui tentaient de convaincre quelqu'un de rester en vie étaient bannies pour interférence émotionnelle. Depuis le début des années 2000, un courant particulièrement sombre d'Internet s'est développé dans l'ombre des blogs personnels, des forums, puis plus tard de Tumblr, Pinterest, Instagram et TikTok. Il s'agit des communautés pro-ANA, pour pro-anorexie, et pro-MIA, pour pro-boulimie. Contrairement aux espaces d'entraide pour les personnes souffrant de troubles alimentaires, les communautés pro-ANA ne cherchent ni à soigner, ni à alerter, mais à glorifier la maladie. Elles encouragent activement les jeunes filles, car la majorité des membres sont des adolescentes, à affamer leur corps, à refuser toute aide, et à viser des poids dangereux sous couvert de contrôle et de beauté parfaite. Sur ces blogs ou comptes, on trouve des inspirations, des photos de mannequins très maigres, de silhouettes squelettiques, parfois modifiées pour accentuer la maigreur. Ces images sont accompagnées de mantras destructeurs comme « chaque bouchée est un échec »,« affamé, c'est la beauté » ou encore « la douleur est temporaire, la minceur est éternelle ». Mais l'horreur va plus loin. Dans certains groupes fermés sur Tumblr ou Instagram, les membres s'échangent des techniques pour éviter de manger sans que les parents s'en aperçoivent. D'autres expliquent comment vomir discrètement, comment cacher la perte de poids extrême ou comment mentir à son médecin. Certains vont jusqu'à organiser des défis pro-ANA, où les participantes se lancent dans des jeûnes extrêmes de plusieurs jours et se soutiennent mutuellement pour ne pas craquer. Cette communauté, sous ses airs de solidarité, fonctionne en réalité comme une secte numérique. Les membres valorisent l'autodestruction, se battent pour descendre toujours plus bas sur la balance, et considèrent les rechutes comme des victoires. Le mot « ANA » est parfois personnifié, comme une sorte de déesse ou d'ami invisible qui guide et contrôle. Certaines adolescentes tombées dans ces cercles en sont mortes. Pas seulement à cause de la maladie, mais aussi parce qu'elles ont été maintenues dans le silence, dans la honte, et dans une vision du monde où la souffrance est considérée comme noble et désirable. Des familles ont découvert après coup que leurs filles suivaient des comptes pro-ANA depuis des mois, parfois même des années. Les réseaux sociaux ont tenté de réagir. Tumblr a été contraint de bannir les hashtags pro-ANA en 2012, après une vague de suicides et d'hospitalisations. Instagram, TikTok et Pinterest ont également bloqué ou restreint les recherches associées à certains termes. Mais la communauté est résiliente. Elle change ses codes, masque ses publications sous de nouvelles expressions ou des hashtags plus neutres, ce qui rend sa surveillance difficile. La tragédie, c'est que ces espaces continuent d'attirer les plus vulnérables, les jeunes en quête de contrôle, de reconnaissance ou d'une identité. Plutôt que de les aider, la communauté les enferme dans une spirale destructrice où la maigreur devient une religion, et la guérison, une trahison. La communauté pro-ANA est une illustration terrifiante d'une communauté toxique qui ne tue pas directement, mais qui pousse doucement à la mort, en cultivant l'illusion du choix, de la beauté et du pouvoir sur soi. Justine Sacco n'était pas une célébrité. Elle n'était pas non plus une figure publique connue pour ses prises de position. En 2013, elle travaillait en tant que directrice de la communication pour une entreprise de médias. C'était une professionnelle compétente, discrète, avec une vie ordinaire. Comme beaucoup de gens, elle avait un compte Twitter avec quelques centaines d'abonnés et postait parfois des blagues sarcastiques, souvent à l'humour noir. Mais un jour, un simple tweet a suffi à faire exploser sa vie. Avant d'embarquer dans un vol long courrier entre Londres et le Cap, Justine a écrit un message qu'elle pensait ironique. « Je pars en Afrique. J'espère ne pas attraper le sida. Je rigole, je suis blanche. » Elle a posté ce tweet depuis l'aéroport d'Heathrow, puis a mis son téléphone en mode avion, sans se douter de ce qui allait suivre. Pendant qu'elle était hors ligne, le tweet est devenu viral. Il a été découvert par un journaliste de BuzzFeed qui l'a capturé et partagé. Immédiatement, des milliers de personnes ont commencé à le commenter, l'indignation se propageant comme une traînée de poudre. Certains pensaient que c'était une blague raciste dégoûtante. D'autres y voyaient une dénonciation cynique du privilège blanc, mais cette interprétation était minoritaire. Les captures d'écran ont circulé sur Reddit, Twitter et Facebook. Très vite,
elle est devenue la personne la plus détestée d'Internet. Un hashtag est né, #HAS Justine Landadiette. Des milliers de gens attendaient son arrivée, impatients de voir sa réaction quand elle rallumerait son téléphone et découvrirait le chaos. Des gens disaient espérer qu'elle perde son emploi. D'autres allaient plus loin, l'insultant, la traquant, cherchant ses informations personnelles pour la harceler. Certains appelaient même à lui faire du mal. Quand elle a atterri au Cap, elle a rallumé son téléphone. Elle a immédiatement été submergée par les notifications. Appel en absence. Messages de collègues. Alerte Twitter. Et puis, elle a vu son tweet, devenu un symbole de racisme pour une bonne partie de l'Internet. En quelques minutes, elle a compris. Elle avait été licenciée. Son nom était partout. Elle n'avait plus de vie privée. Elle a été obligée de se cacher, traumatisée. Justine a expliqué plus tard qu'elle pensait dénoncer, par l'absurde, l'ignorance des Blancs face au VIH en Afrique. C'était une blague mal formulée, oui, mais surtout sortie de son contexte et totalement incomprise. L'intention importait peu. Elle était devenue une cible. Pendant des mois, elle a vécu dans la honte et la peur. Elle n'a pas pu retrouver de travail tout de suite. Elle a changé de nom pour éviter d'être reconnue. Elle a mis des années à se reconstruire. Tout ça pour 140 caractères. Cette histoire a marqué l'histoire d'Internet. Elle a été racontée en détail dans un livre de Jon Ronson, comme un exemple terrifiant de la justice expéditive des réseaux sociaux. Elle montre comment des milliers d'inconnus peuvent, en quelques heures, détruire la vie de quelqu'un, souvent sans vraiment chercher à comprendre. Tout a commencé en 2014 avec un billet de blog publié par un ex-petit ami amer. Dans ce post, il accusait Zoe Quinn, une développeuse de jeux vidéo indépendante, d'avoir eu une relation avec un journaliste de jeux vidéo. Selon lui, cette relation aurait influencé la couverture médiatique de son jeu, Depression Quest. Il n'en fallait pas plus pour déclencher l'un des mouvements les plus toxiques de l'histoire d'Internet. Sous couvert d'exiger plus d'éthique dans le journalisme vidéoludique, une foule de joueurs, souvent anonymes, ont lancé une campagne coordonnée de harcèlement contre Zoe Quinn. Ils ont fouillé sa vie personnelle, diffusé ses données privées en ligne, l'ont menacé de viol, de meurtre, et ont poussé certains de ses proches à fuir leur domicile. Le harcèlement s'est rapidement étendu à d'autres femmes du milieu. La développeuse Brianna Wu, qui avait osé dénoncer la misogynie dans l'industrie, a elle aussi été la cible d'un torrent d'insultes et de menaces. Sa maison a été menacée d'attaques armées. Elle a fini par quitter son domicile pour sa sécurité. La critique culturelle Anita Sarkeesian, déjà connue pour sa série Trop vs. Women in Video Game, a été harcelée à un niveau tel qu'une conférence où elle devait intervenir a été annulée à cause d'une menace d'attentat. Les forums de 4chan, Reddit et d'autres coins sombres du web sont devenus les quartiers généraux de Gamergate. Les discussions y étaient brutales, souvent imprégnées de misogynie, de racisme et de ressentiment. Les organisateurs n'étaient pas toujours explicites, mais la stratégie était claire, discréditer les femmes, les pousser au silence, et maintenir un monde du jeu vidéo dominé par une vision masculine, blanche et conservatrice. Les victimes de Gamergate ont souvent dû quitter Internet, désactiver leurs comptes, et vivre dans la peur. Certains ont déménagé. D'autres ont engagé des gardes du corps. Les menaces étaient si sérieuses que même le FBI a été impliqué dans plusieurs enquêtes. Pourtant, peu d'attaquants ont été identifiés ou punis. Gamergate a été un tournant. Il a révélé la puissance destructrice des communautés toxiques en ligne, surtout lorsqu'elles sont galvanisées par un sentiment d'impunité et un objectif partagé. Ce n'était pas seulement une campagne de trolls. C'était un mouvement idéologique, profondément ancré dans le ressentiment contre le féminisme, la diversité et le progrès. Des années plus tard, beaucoup considèrent Gamergate comme un précurseur de mouvements en ligne encore plus dangereux. Il a été l'un des premiers grands exemples d'harcèlement de masse numérique sous une bannière idéologique. Et il a laissé des traces durables dans l'industrie du jeu vidéo et bien au-delà.
Le 15 avril 2013, 2 bombes ont explosé près de la ligne d'arrivée du marathon de Boston. 3 personnes ont été tuées et plus de 200 blessés. Le pays était en état de choc. Les autorités lançaient une enquête à grande échelle pour retrouver les coupables. Mais pendant que les enquêteurs suivaient les pistes officielles, une autre chasse aux suspects s'organisait ailleurs, sur Reddit. Sur le subreddit Find Boston Bomber, des milliers d'utilisateurs anonymes se sont improvisés détectives. En fouillant les photos prises sur place, ils ont commencé à identifier des personnes qu'ils jugeaient suspectes. Parfois à cause d'un sac à dos noir. Parfois simplement parce qu'ils avaient une tête bizarre. Ces jugements étaient impulsifs, biaisés et totalement déconnectés de toute méthode d'enquête sérieuse. Rapidement, l'attention s'est portée sur un étudiant brun au teint mat, qui semblait nerveux sur certaines photos. Des internautes ont cherché son identité. Ils ont fini par croire qu'il s'agissait de Sunil Tripathi, un étudiant de Brown University, d'origine indienne, porté disparu depuis plusieurs semaines. Il avait laissé une note et avait été vu pour la dernière fois quittant son dortoir sans donner d'explication. Sa famille le recherchait désespérément. Sur Reddit et Twitter, le nom de Sunil a été partagé comme celui du probable terroriste. Des gens se sont mis à harceler sa famille sur Facebook. Des messages haineux ont afflué sur la page dédiée à sa disparition. Des utilisateurs étaient persuadés qu'ils avaient résolu l'affaire avant le FBI. Mais ils se trompaient complètement. Quelques jours plus tard, les vrais auteurs de l'attentat ont été identifiés. Il s'agissait des frères Tsarnaev. Aucun lien avec Sunil. Il n'avait rien à voir avec l'attaque. Peu après, son corps a été retrouvé dans une rivière de Providence. Il s'était suicidé peu de temps après sa disparition, bien avant les attentats. Sa famille, déjà en deuil, a dû faire face à une vague de calomnies, d'accusations injustes et de violences numériques. Reddit a présenté des excuses publiques. Le site a reconnu que sa communauté avait dépassé les bornes et qu'en cherchant à aider, elle avait causé un tort irréparable. Mais pour beaucoup, c'était trop tard. Cette affaire est devenue un exemple emblématique de la puissance destructrice du crowdsourcing mal encadré. Elle montre à quel point Internet peut devenir un tribunal improvisé, prompt à désigner des coupables sans preuve et à ruiner des vies sans retour. La famille de Sunil Tripathi a ensuite participé à plusieurs documentaires pour raconter son histoire et alerter le public sur les dangers de la désinformation et des chasses à l'homme numérique. Clara Sorrenti, aussi connue sous son pseudonyme en ligne Kefal, est une militante trans et streameuse canadienne. En 2022, elle est devenue la cible d'une campagne de harcèlement extrêmement violente menée par les utilisateurs d'un site tristement célèbre, Kiwi Farm. Ce forum, réputé pour sa haine viscérale des personnes trans, des militants LGBTQ+, des autistes et d'autres groupes marginalisés, s'est acharné sur elle avec une cruauté sans borne. Tout a commencé lorsqu'elle a pris position contre les discours transphobes sur Twitch et Twitter. Sa visibilité a fait d'elle une cible idéale pour Kiwi Farm, qui organise régulièrement des campagnes coordonnées contre ceux qu'ils considèrent comme des lolcows, un terme péjoratif utilisé pour désigner des personnes à harceler pour leur apparence, leurs opinions ou leur vulnérabilité. Le harcèlement s'est intensifié rapidement. Les membres du forum ont commencé par collecter et publier ces informations personnelles, une pratique connue sous le nom de doxing. Ils ont révélé son adresse, son numéro de téléphone, et même des détails sur ses proches. Puis, ils ont envoyé à la police un faux signalement indiquant qu'elle aurait tué sa mère et menaçait de commettre un attentat. La police est alors intervenue en mode swatting, une équipe armée est entrée chez elle au petit matin, arme pointée, la forçant à se coucher au sol. Clara a été profondément traumatisée par l'événement. Elle a quitté son domicile, changé de ville, et tenté de continuer à vivre dans la clandestinité numérique. Mais Kiwi Farm l'a traquée. Chaque fois qu'elle changeait d'hôtel ou d'adresse, les membres du forum utilisaient des métadonnées, des photos, des informations croisées pour la retrouver. Ils appelaient les hôtels où elle séjournait. Ils menaçaient son entourage. Ils postaient des photos de son logement, des cartes, des captures d'écran.
Elle a fini par fuir le Canada pour se réfugier en Europe. Là encore, elle n'a pas trouvé la paix. Les harceleurs ont continué à la poursuivre en ligne, cherchant sans relâche à la détruire psychologiquement. Mais cette fois, Clara a décidé de contre-attaquer. Elle a lancé une campagne mondiale intitulée #DropKiwiFarm, visant à faire pression sur les hébergeurs du site pour qu'ils cessent de lui fournir leurs services. Elle a mobilisé sa communauté, contacté les journalistes, documenté les crimes du forum et mis la lumière sur ses méthodes. Grâce à cette pression, Cloudflare, un géant de l'hébergement web, a fini par couper les services de KiwiFarm, rendant le site inaccessible pendant un certain temps. Le fondateur du forum, Joshua Moon, a refusé de coopérer et a fui vers des juridictions qui protègent les discours extrémistes. Le site est revenu à plusieurs reprises, hébergé dans des pays à la législation floue, mais son influence a été sérieusement affaiblie. L'histoire de Clara Sorrenti n'est pas seulement celle d'un harcèlement abject. C'est aussi celle d'une résistance courageuse. Elle a prouvé qu'il était possible de lutter contre les machines de haine numérique. Mais le prix à payer a été immense, des mois de fuite, de peur, de paranoïa, et une vie transformée à jamais. Tout commence en Russie, autour de 2016. Des rumeurs circulent sur les réseaux sociaux russes, notamment VKontakte, au sujet d'un soi-disant jeu appelé le Blue Wall Challenge. Ce jeu consisterait en une série de 50 défis donnés aux adolescents, étalés sur plusieurs semaines. Le dernier défi serait toujours le même, se suicider. Les premiers cas documentés relèvent presque de la légende urbaine. Mais rapidement, des journalistes commencent à enquêter. Des connexions apparaissent entre certaines morts de jeunes adolescents et des groupes en ligne fermés, où des administrateurs contactent des participants vulnérables et les poussent à s'isoler, à s'automutiler, à regarder des vidéos violentes, puis à mettre fin à leur jour. Les défis étaient pervers, progressifs, conçus pour affaiblir la volonté. Le but était d'exercer un contrôle psychologique absolu. On demandait aux participants de se réveiller à 4h20 du matin, de gravir des toits, de regarder des vidéos dérangeantes ou de se taillader les bras. Ceux qui tentaient de se retirer recevaient des menaces. On leur disait que leur famille serait en danger. Des adolescents terrorisés restaient donc dans le jeu, pris au piège d'un réseau d'emprise virtuelle. L'affaire a pris une ampleur dramatique lorsque des dizaines de cas de suicide ont été médiatisés en Russie, en Ukraine et au Kazakhstan. L'homme soupçonné d'avoir été le créateur du jeu, Philippe Budéquin, a été arrêté. Il a reconnu avoir ciblé des jeunes, qui ne valaient rien, selon ses mots. Il a affirmé vouloir « nettoyer la société ». Il a été condamné à plusieurs années de prison. Mais même après son arrestation, le phénomène a continué à se répandre. À mesure que les médias en parlaient, des imitateurs sont apparus dans d'autres pays. Des groupes similaires ont vu le jour sur WhatsApp, Facebook, TikTok et Discord. Certains étaient de simples canulars, mais d'autres étaient bien réels, utilisant la peur et la pression pour pousser des jeunes en détresse psychologique à des actes dangereux. Des pays comme l'Inde, la France, les États-Unis et le Brésil ont tous signalé des cas liés au Blue Wall Challenge. Des écoles ont émis des alertes. Des gouvernements ont publié des mises en garde. Des parents ont découvert trop tard que leur enfant suivait les défis d'un jeu mortel, souvent seul dans sa chambre, en pleine nuit, avec un téléphone à la main. Dans certains cas, les adolescents ont été sauvés de justesse. Dans d'autres, les conséquences ont été fatales. La frontière entre mythe et réalité est restée floue, mais les dégâts psychologiques, eux, étaient bien réels. Le Blue Wall Challenge est devenu un symbole de la manipulation numérique poussée à son paroxysme. Il démontre comment une communauté toxique en ligne, même petite, peut s'infiltrer dans la vie des plus vulnérables et les pousser au pire. Il a aussi révélé l'immense responsabilité des plateformes sociales, souvent incapables de détecter ou de freiner ces dérives à temps. Le 28 décembre 2017, à Wichita, dans l'État du Kansas, un homme nommé Andrew Finch a été tué par la police devant sa maison. Il n'avait commis aucun crime. Il n'était pas armé. Il n'était même pas impliqué dans ce qui allait causer sa mort. C'est une fausse alerte,
un simple appel téléphonique mensonger qui a déclenché le drame. Un appel passé par un internaute qui ne le connaissait même pas. L'histoire commence par un conflit banal dans une partie de Call of Duty. Deux joueurs s'affrontent, une dispute éclate à propos d'un pari d'1 ou 2 $. L'un d'eux, furieux, menace de faire du swatting à l'autre, c'est-à-dire d'appeler les services d'urgence en prétendant qu'un crime grave est en cours pour faire intervenir la police d'élite. Le joueur donne une adresse. Ce n'est pas la sienne, mais celle d'un tiers avec qui il n'a rien à voir, Andrew Finch. L'adresse avait été fournie à tort pendant l'altercation, comme un bluff. Mais l'autre joueur, en colère, transmet cette adresse à un internaute bien connu pour ses fausses alertes, Tyler Barris, surnommé Swatistic sur les réseaux. Tyler appelle la police de Wichita. Il affirme qu'il a tué son père, qu'il retient sa famille en otage et qu'il est prêt à mettre le feu à la maison. La police, croyant avoir affaire à une situation critique, encercle la maison de Finch. Andrew, qui n'avait rien fait, sort sur le pas de sa porte pour voir ce qui se passe. Un officier panique et lui tire dessus. Il meurt quelques instants plus tard. Andrew Finch avait 28 ans. Il n'était pas joueur. Il n'avait aucun lien avec la dispute qui a causé son exécution. Sa famille a assisté à la scène, impuissante, traumatisée à jamais. Le choc a été national. Le mot « swatting », peu connu du grand public à l'époque, est entré brutalement dans le vocabulaire courant. Il désignait une pratique déjà présente dans certaines communautés de jeux compétitifs, mais cette fois, elle avait causé une mort bien réelle. L'enquête a révélé que Tyler Barris était un récidiviste. Il avait déjà effectué plusieurs faux appels d'alerte, dont certains avaient entraîné des évacuations d'écoles, de centres commerciaux ou d'institutions gouvernementales. Il se vantait de ses actes sur Twitter et en live. Il ne connaissait pas ses victimes, il faisait cela pour le frisson. En 2019, il a été condamné à 20 ans de prison fédérale, une peine exemplaire pour un cas de swatting. Les deux autres joueurs impliqués ont également été poursuivis, l'un ayant fourni l'adresse à tort, l'autre ayant incité à l'appel. Ce drame a déclenché un débat de fond sur la responsabilité des communautés de joueurs, la culture du harcèlement dans les jeux compétitifs et les failles des systèmes d'urgence face aux fausses alertes. Depuis, plusieurs États américains ont voté des lois spécifiques contre le swatting. Mais pour la famille Finch, rien ne pourra réparer cette perte. Leur fils est mort à cause d'un jeu, d'une vengeance numérique, d'un appel fait par un inconnu pour impressionner ses amis. Le swatting, qui paraissait comme une « blague extrême » dans certaines communautés toxiques, s'est révélé être une forme de violence mortelle. Bianca Devin était une adolescente de 17 ans vivant à Utica, dans l'État de New York. Elle avait une vie en grande partie en ligne. Sur Instagram, elle partageait ses goûts pour la musique, l'esthétique gothique, les animes et ses réflexions personnelles. Comme beaucoup d'adolescents, elle cherchait une communauté, un sentiment d'appartenance. Mais c'est sur Discord et 4chan qu'elle a attiré l'attention d'hommes plus âgés, parfois obsédés, souvent toxiques. Parmi eux, un jeune homme nommé Brandon Clark, 21 ans, qui s'était rapproché d'elle au fil des semaines. Il la présentait en ligne comme ça, petite amie, même si leur relation était ambiguë. Bianca, elle, le considérait comme un ami, voire un fan. Ils ont fini par se voir en vrai, notamment pour aller à un concert ensemble à New York. Ce serait leur dernier moment ensemble. Le 13 juillet 2019, à la fin de cette sortie, Bianca a été assassinée dans une voiture par Brandon Clark. Il l'a égorgée violemment, pris en photo son corps sans vie, puis posté les images sur Discord, Instagram et 4chan, accompagnés de messages macabres. Les images ont commencé à circuler très vite. Sur Discord, plusieurs adolescents présents dans les serveurs où il avait posté les photos ont d'abord cru à un canular. Mais certains ont reconnu Bianca. D'autres ont partagé les images, pensant qu'il s'agissait d'un mème sombre. Pendant plusieurs heures, les plateformes ont été incapables de stopper la diffusion des images, malgré les signalements massifs. Sur Instagram, les photos ont été vues des milliers de fois.
Certaines ont été repostées avec des commentaires horribles, d'autres ont été utilisées pour troller sa famille, en particulier sa mère, dont les harceleurs ont trouvé le compte. Des gens sont allés jusqu'à lui envoyer directement les photos du corps de sa fille, accompagnées de moqueries et d'insultes. La police est arrivée trop tard. Clark avait déjà tenté de se suicider sur le lieu du crime, mais il a été arrêté et soigné. Il a ensuite été condamné à la prison à perpétuité pour le meurtre de Bianca. Lors de son procès, il s'est montré manipulateur, tentant de se faire passer pour une victime de rejet et de jalousie. Mais les preuves contre lui étaient accablantes. Il avait tout planifié, jusqu'aux publications post-mortem. L'affaire Bianca devint à bouleverser l'Amérique et l'Internet tout entier. Elle a mis en lumière la culture de l'obsession toxique, les dangers de la surconnexion, mais aussi l'incapacité des réseaux sociaux à agir rapidement pour protéger les victimes et leurs familles. En réaction, l'État de New York a adopté une loi appelée la Bianca Law, visant à forcer les réseaux sociaux à réagir plus vite contre la diffusion de contenus violents et non consentis. Mais les familles endeuillées savent que ces lois arrivent souvent trop tard. Bianca voulait devenir psychologue. Elle souffrait d'anxiété, de troubles mentaux, comme beaucoup d'adolescents de sa génération. Elle cherchait à s'exprimer, à comprendre le monde. Elle ne méritait pas de devenir un spectacle morbide pour des trolls anonymes. Son histoire reste l'un des exemples les plus glaçants de ce que peuvent faire la fascination malsaine, l'obsession numérique et l'impunité sur Internet. Durant les années 2000 et 2010, la chanteuse Britney Spears est passée du statut d'icône pop mondiale à celui d'objet de moquerie et de surveillance publique. Paparazzi, tabloïds, émissions de télévision et fans se sont acharnés sur ses moindres faits et gestes, notamment après sa célèbre crise en 2007 où elle s'était rasé la tête devant les caméras. Mais c'est bien plus tard, au fil des années 2010, que les choses ont pris une tournure sinistre sur Internet. De plus en plus de fans ont commencé à soupçonner que Britney n'était pas libre. En 2008, elle avait été placée sous tutelle légale, donnant à son père le pouvoir total sur sa vie personnelle, ses finances et sa carrière. Cette décision était censée être temporaire, mais elle a duré plus de 13 ans. C'est dans ce contexte que des communautés de fans ont commencé à s'organiser autour du hashtag #FreeBritney. Au départ, ce mouvement semblait fondé sur de bonnes intentions, attirer l'attention sur les abus potentiels de la tutelle et soutenir une femme manifestement en détresse. Mais très rapidement, certains coins du web ont transformé cette cause en culte conspirationniste, où chaque geste, chaque photo, chaque story Instagram était interprété comme un appel à l'aide codée. Des utilisateurs de Reddit, Twitter, TikTok et YouTube ont commencé à scruter tous les messages de Britney. Si elle portait du jaune, c'était parce qu'un fan lui avait demandé de porter cette couleur pour prouver qu'elle était prisonnière. Si elle faisait une danse étrange, cela devenait une chorégraphie symbolique de sa captivité. Des vidéos étaient produites en masse pour décrypter les codes secrets de ses publications. Cela devenait une lecture paranoïaque constante de sa vie, sans preuve tangible. Mais ce n'était pas seulement de la spéculation. Certains sont allés plus loin. Ils ont harcelé ses proches, notamment son père, mais aussi ses anciens partenaires, ses enfants, ses employés. Des rumeurs se sont multipliées, affirmant qu'elle avait été clonée, remplacée par une doublure, ou même qu'elle était déjà morte. Des gens envoyaient des messages haineux à quiconque apparaissait dans sa vie. Des membres de sa famille recevaient des menaces de mort. Certains fans extrêmes allaient jusqu'à envoyer des drones près de sa maison, ou tenter de forcer les portails de ses propriétés pour la libérer. D'autres appelaient les autorités ou signalaient son Instagram comme contenant du contenu de détresse, ce qui compliquait encore plus sa situation. Britney, qui semblait effectivement fragile et isolée, se retrouvait encore plus encerclée par la pression de cette foule numérique qui prétendait vouloir son bien, mais qui l'observait et la disséquait comme un insecte sous une loupe brûlante. Finalement, en 2021, après des années de combats juridiques et médiatiques, la tutelle a été levée. Britney Spears est redevenue libre. Elle a remercié ses fans pour leur soutien, mais n'a jamais caché sa gêne vis-à-vis de l'hystérie collective qui avait entouré sa vie privée. L'affaire Britney Spears est un cas ambigu. Elle montre que des communautés peuvent effectivement jouer un rôle dans la justice sociale,
mais aussi que l'amour numérique peut basculer dans l'obsession destructrice. Au milieu des années 2000, Habbo Hotel était l'un des premiers grands mondes virtuels populaires. Il s'agissait d'un hôtel en ligne où les utilisateurs pouvaient créer un avatar, décorer une chambre, discuter avec d'autres personnes et participer à des événements communautaires. C'était coloré, léger et principalement utilisé par des adolescents. Mais en 2006, une communauté bien différente décida d'en faire sa cible. Sur le forum B de 4chan, connu pour son anarchie et ses tendances provocatrices, des utilisateurs ont commencé à planifier un raid massif sur Habbo Hotel. Le but affiché ? Troller la communauté du jeu. Le moyen ? Une forme d'infiltration massive aux allures de happening numérique, mais qui dissimulait une haine bien réelle. Les membres du raid ont tous créé un avatar identique, un homme noir, en costume noir, avec une coupe afro. Puis, ils ont convergé dans les mêmes lieux du jeu, en particulier la piscine de l'hôtel. Une fois rassemblés, ils formaient des murs humains pour empêcher les autres joueurs d'accéder aux zones populaires, bloquant les portes virtuelles, refusant de bouger, et répétant en boucle la phrase « La piscine est fermée à cause du sida ». Ce qui, à première vue, pouvait ressembler à une simple farce visuelle, était en réalité une blague profondément raciste et homophobe, surfant sur des stéréotypes des années 1980. L'utilisation d'avatars noirs n'était pas anodine. Elle participait à une mise en scène haineuse visant à se moquer des communautés afro-américaines et à faire passer leur présence pour un « virus social ». Le phénomène a pris une ampleur énorme. Des milliers de comptes ont été créés juste pour participer au raid. Les administrateurs de Habbo ont tenté de bannir les fauteurs de troubles, mais à chaque bannissement, d'autres arrivaient. Les modérateurs étaient débordés. La communauté du jeu, largement composée d'adolescents, a été prise de court. Certains ne comprenaient pas ce qui se passait. D'autres étaient choqués. Et certains utilisateurs, eux aussi influencés par 4chan, rejoignaient le mouvement, rendant la tâche encore plus difficile. Les raids ont été répétés chaque année, parfois plusieurs fois, faisant un mème toxique devenu emblème de l'hostilité raciste en ligne. Sur les forums de 4chan, les captures d'écran de ces actions étaient partagées comme des trophées. Des mèmes et des chansons ont été créés pour glorifier l'événement. Ce qui inquiétait, c'était la facilité avec laquelle des milliers de jeunes internautes participaient à ce type de mobilisation. Ils se sentaient protégés par l'anonymat, et la ligne entre humour, moquerie et discours de haine se brouillait complètement. Pour beaucoup, c'était une blague. Pour d'autres, c'était une démonstration de pouvoir, perturber, humilier, infiltrer et dominer un espace communautaire en ligne. Cet épisode est resté comme une leçon brutale sur la façon dont l'humour noir peut être utilisé comme masque pour propager des idéologies toxiques. Il a aussi montré la puissance destructrice des raids numériques organisés et l'impuissance relative des modérateurs face à des campagnes coordonnées. En mai 2020, l'Inde découvre avec horreur l'existence d'un groupe Instagram privé appelé Bois Locker Room. Ce groupe, administré par de jeunes garçons, pour la plupart lycéens à Delhi, était un espace où circulaient des photos non consenties de jeunes filles, souvent prises en cachette, parfois volées depuis leur profil personnel. Mais ce n'était pas qu'un simple groupe de partage illégal d'images. C'était aussi un lieu où se développaient des conversations d'une extrême violence verbale. Les membres, parfois âgés de seulement 15 ou 16 ans, y faisaient des commentaires obscènes sur l'apparence des filles, notaient leur corps, échangeaient des captures d'écran de conversations privées et allaient jusqu'à fantasmer des scénarios de viol collectif. La nouvelle a éclaté après qu'une fille, ayant découvert le groupe par l'intermédiaire d'un ami, a publié des captures d'écran sur les réseaux sociaux. Très vite, le scandale s'est propagé à toute vitesse sur Twitter et Instagram en Inde. Le hashtag Bois Locker Room est devenu viral, avec des milliers d'internautes choqués, outrés et inquiets de ce que révélait cette affaire, une culture du viol profondément ancrée chez de très jeunes garçons, encouragés dans des bulles numériques à l'abri des adultes. Face à l'indignation publique, les autorités ont ouvert une enquête. La cybercell de la police de Delhi a interrogé plusieurs adolescents. Des téléphones ont été saisis.
Des parents ont découvert, horrifiés, que leurs enfants faisaient partie du groupe. Plusieurs garçons ont été placés sous observation, mais en raison de leur âge, peu de poursuites judiciaires ont abouti. La loi indienne protège en grande partie les mineurs de sanctions pénales sévères, ce qui a rendu la réponse juridique difficile. L'enquête a aussi soulevé une polémique parallèle. Un garçon, accusé à tort dans une autre discussion, s'est suicidé après avoir été harcelé en ligne. Cela a rappelé à beaucoup que même une croisade contre l'injustice peut devenir elle-même violente et irréfléchie si elle se transforme en chasse aux sorcières. Mais l'essentiel reste que Bois Locker Room a exposé un malaise profond. Des adolescents, parfois issus d'écoles élitistes, traitaient les femmes comme des objets dans des groupes secrets, dans l'impunité totale. Ils partageaient leur haine des filles comme un jeu, un rite de passage. Certains ont même dit plus tard ne pas avoir réalisé la gravité de ce qu'ils faisaient. L'affaire a déclenché un débat national sur l'éducation au respect, au consentement et à l'utilisation responsable des réseaux sociaux. Des écoles ont organisé des ateliers. Des parents ont commencé à surveiller de plus près les activités numériques de leurs enfants. Mais pour beaucoup de jeunes filles, le mal était fait. Certaines ont quitté Instagram. D'autres ont subi des moqueries, des rumeurs ou des représailles simplement parce que leur nom était apparu dans les conversations. Bois Locker Room est un exemple douloureux de ce que peuvent devenir les communautés numériques privées quand elles sont mal encadrées. Derrière des écrans, des enfants banalisent la haine, la sexualisation et la violence, et finissent par perdre toute conscience des conséquences réelles de leurs actes. Le mot incel, contraction de involuntary celibate, célibataire involontaire, désignait à l'origine une communauté d'hommes qui se sentaient rejetés sexuellement. Certains y cherchaient du soutien ou tentaient de comprendre leur solitude. Mais au fil des années, le terme a muté. Ce qui était au départ un espace de discussion marginal est devenu l'un des mouvements les plus toxiques et haineux d'Internet, avec un discours basé sur la haine des femmes, du féminisme et de la société moderne. Au cœur de cette transformation, il y avait des forums comme incel.me, un site devenu emblématique de la radicalisation de cette sous-culture. On y trouvait des milliers de messages où des hommes partageaient leur colère, leurs ressentiments et leurs frustrations sexuelles. Mais ce n'était pas juste un lieu de plainte. C'était une véritable chambre d'écho de l'extrémisme misogyne. Les utilisateurs y développaient un langage codé, des théories sociales et biologiques selon lesquelles les femmes n'aiment que les hommes beaux et riches, et que les hommes moches n'ont aucun espoir. Des termes comme Chad, homme alpha, Stacy, femme superficielle, Black Pill, idéologie de résignation violente, formaient une culture propre, fermée, désespérée. Mais ce qui rendait incel.me particulièrement dangereux, c'était la légitimation de la violence. Certains membres encourageaient des meurtres de masse, idolâtraient des tueurs comme Elliot Rodger, un jeune homme qui, en 2014, avait tué 6 personnes à Santa Barbara en publiant un manifeste expliquant que les femmes refusaient de coucher avec lui. Rodger est devenu une icône martyre pour une partie de la communauté incel. Sur incel.me, on le surnommait Saint Elliot. D'autres utilisateurs discutaient ouvertement de plans d'attentats, de fantasmes de viol ou de « vengeance contre la société ». Les modérateurs laissaient faire. Certains participaient. L'idéologie de la communauté glissait lentement vers le terrorisme intérieur, avec des membres qui ne parlaient plus seulement de solitude, mais de purification, d'extermination, de punition. Plusieurs attentats ont été liés à cette idéologie. En 2018, Alek Minassian, à Toronto, a tué 10 personnes en fonçant dans la foule avec une camionnette. Il a déclaré que c'était une attaque incel et qu'il avait été inspiré par Elliot Rodger. Il avait été actif sur plusieurs forums similaires. Après plusieurs alertes et une pression médiatique intense, incel.me a été fermé en 2018. Mais d'autres sites ont pris le relais, incel.co, lookisme.net, Reddit, jusqu'au bannissement du subreddit incel et des communautés sur Telegram ou Discord. L'idéologie s'est déplacée, souvent plus discrète, mais toujours active. La communauté incel n'est pas juste une collection de célibataires frustrés. C'est un mouvement structuré, idéologique, dont la haine des femmes est le moteur principal.
Elle montre comment des hommes isolés, souvent jeunes, peuvent glisser dans un extrémisme violent, encouragés par des pairs anonymes, validés par une culture numérique qui les pousse à la vengeance plutôt qu'à la guérison. C'est une alerte sur les nouvelles formes de radicalisation, non plus religieuses ou politiques, mais sociales, sexuelles et identitaires. Et c'est une preuve supplémentaire que les communautés toxiques sur Internet ne sont pas que virtuelles. Elles ont des conséquences réelles, parfois mortelles. En 2020, un nouveau défi dangereux a commencé à faire parler de lui sur TikTok. Il s'appelait le Benadryl Challenge. Ce challenge invitait les adolescents à prendre des doses massives d'antihistaminiques, en particulier de la marque Benadryl, connue sous le nom de diphénhydramine, dans le but de provoquer des hallucinations. L'idée venait d'une rumeur virale. Des vidéos racontaient que si l'on prenait suffisamment de comprimés, on pouvait voir des choses, avoir des sensations surnaturelles ou accéder à un état de conscience altéré, presque mystique. Mais ce que TikTok montrait rarement, c'était la réalité brutale derrière ces hallucinations, convulsions, crises cardiaques, délires extrêmes, perte de conscience, et dans certains cas la mort. Ce défi est un exemple tragique de la manière dont les algorithmes récompensent le choc et le risque. Plus une vidéo était impressionnante ou étrange, plus elle circulait. Certains jeunes prenaient les pilules en direct ou filmaient leur réaction quelques minutes après ingestion. Les effets les plus dramatiques devenaient viraux. Le phénomène est rapidement sorti des États-Unis pour se propager au Canada, au Royaume-Uni et en Europe. Le cas qui a bouleversé l'opinion publique est celui de Chloé Phillips, une adolescente de 15 ans originaire de l'Oklahoma. En août 2020, elle a été retrouvée inconsciente par ses parents après avoir tenté le challenge. Malgré les soins médicaux d'urgence, elle est décédée à l'hôpital. Elle pensait qu'il s'agissait d'un jeu, d'une expérience de type hallucination fun. Elle ne savait pas que le seuil de toxicité du Benadryl est très bas et que son cœur ne tiendrait pas. Elle n'était pas la seule. D'autres cas de surdose ont été enregistrés dans divers États américains. Des enfants de 13 à 17 ans ont été hospitalisés, certains dans le coma, d'autres souffrant de lésions cérébrales ou de troubles neurologiques sévères. Des médecins ont commencé à lancer l'alerte, une prise supérieure à 3 ou 4 fois la dose normale peut suffire à provoquer un arrêt cardiaque. Face à cette vague, la FDA, Food and Drug Administration, a publié un communiqué officiel mettant en garde contre les dangers du challenge. TikTok, de son côté, a fini par supprimer les hashtags liés, bloquer les recherches de vidéos associées et désactiver les comptes concernés. Mais le mal était déjà fait. Comme souvent avec ce genre de contenu, les vidéos avaient été partagées sur d'autres plateformes, archivées, téléchargées et rediffusées ailleurs. Le plus glaçant, c'est que ce type de défi ne naît pas dans un but meurtrier. Il naît d'une fascination pour l'étrange, d'une envie de sensations fortes, de notoriété virale. Mais dans des environnements où la modération est trop lente et où l'éducation à la santé est absente, ces jeux deviennent des pièges mortels, surtout pour des adolescents impressionnables, en quête d'attention ou d'évasion. Le Benadryl Challenge reste un exemple tragique de comment une communauté numérique, même sans volonté malveillante, peut encourager l'autodestruction, simplement en valorisant les contenus les plus extrêmes et les plus risqués. Il rappelle que la viralité est neutre, mais que ses conséquences, elles, ne le sont jamais. En 2019, une application nommée DeepNude a soudainement attiré l'attention des médias du monde entier. Ce programme, basé sur des techniques d'intelligence artificielle, permettait de générer des fausses photos de femmes nues à partir de simples portraits habillés. Il suffisait d'importer une image d'une femme, souvent prise depuis ses réseaux sociaux, et le logiciel enlevait ses vêtements par simulation, produisant un montage réaliste d'un corps nu. En apparence, l'outil semblait technologique, presque impressionnant dans sa prouesse technique. En réalité, il ouvrait la voie à une nouvelle forme de violence numérique à caractère sexuel. Les images générées n'étaient pas marquées comme fausses. Elles étaient suffisamment convaincantes pour détruire la réputation d'une personne, la soumettre à du chantage, ou la ridiculiser publiquement. Le plus inquiétant était la cibilisation systématique des femmes. L'algorithme ne fonctionnait qu'avec des photos de femmes, jamais d'hommes.
Les forums comme Reddit, Telegram, 4chan, Discord et d'autres plateformes plus sombres ont rapidement vu une explosion de comptes partageant des banques entières de deepfakes pornographiques non consentis. Les cibles allaient de célébrités à des inconnus, parfois mineurs. Des adolescentes de 14 ou 15 ans ont vu leurs images Facebook ou Instagram transformées en faux nudes, puis partagées dans leur école ou leur ville. Les conséquences ont été terribles: humiliation, isolement, idées suicidaires. Et dans de nombreux cas, les victimes n'ont jamais su qui les avait piégées, ni comment leurs photos avaient été obtenues. Face à la vague de critiques, les créateurs de DeepNude ont retiré le logiciel de la vente. Ils ont publié un message disant qu'ils ne s'attendaient pas à ce que l'outil soit utilisé de manière malveillante. Mais il était trop tard. Le code source avait été copié, modifié, partagé sur des forums pirates et intégré dans des dizaines de clones open source plus puissants, plus anonymes et impossibles à contrôler. Depuis, cette technologie a évolué et s'est banalisée. Des bots Telegram permettent aujourd'hui de créer un deepfake pornographique d'une personne en quelques secondes à partir de sa photo de profil. On parle de millions d'images générées, souvent stockées et partagées à l'insu des victimes. Des entreprises de cybersécurité estiment que la pornographie deepfake est devenue l'une des formes les plus courantes de vengeance numérique et de harcèlement sexuel en ligne. Des lois commencent à émerger pour réprimer ces actes, mais la justice reste en retard sur la technologie. De nombreuses victimes se heurtent au flou juridique, difficile de prouver qu'une image est fausse, encore plus difficile d'identifier l'auteur du montage, surtout quand il se cache derrière des VPN et des plateformes étrangères. L'affaire DeepNude a marqué un tournant glaçant dans l'histoire d'Internet. Pour la première fois, une technologie publique permettait de créer des images sexuelles fausses mais crédibles à volonté, sans contact physique, sans caméra, sans consentement. Parmi toutes les communautés toxiques qui ont existé sur Internet, celle des zoozadistes est sans doute l'une des plus inhumaines. Ce groupe d'individus, rassemblés sur 4chan, Telegram et d'autres plateformes obscures, partageaient un intérêt commun glaçant: la torture d'animaux à des fins sexuelles et sadiques. L'affaire éclate réellement en 2018 lorsqu'un utilisateur anonyme commence à publier des messages faisant référence à un groupe secret de zoophiles sadiques qui se réunissent en ligne pour partager des vidéos, des photos et des récits détaillés de viols, mutilations et meurtres d'animaux. Des captures d'écran circulent montrant les conversations de ces individus sur Telegram. Ils parlent avec un détachement dérangeant de leurs actes, se félicitent, se donnent des conseils, échangent des fichiers sous des noms de code. Des internautes horrifiés, issus de forums de protection animale et d'enquêteurs amateurs sur Reddit, décident d'enquêter eux-mêmes. Ils parviennent à identifier certains membres du groupe en croisant des métadonnées de vidéos, des arrière-plans et des erreurs de masquage. Ce travail d'enquête finit par atterrir sur le bureau du FBI, qui prend l'affaire au sérieux. Car les vidéos diffusées montrent des scènes d'une brutalité insoutenable: viols de chiens et de chevaux, mutilations filmées en gros plan, animaux battus à mort. Parmi les identités découvertes, un nom revient avec insistance, celui de Dylan Andrew Payne, un homme américain soupçonné d'avoir commis plusieurs actes de zoozadisme extrême. Des perquisitions sont lancées. Chez lui et chez d'autres suspects, on retrouve des disques durs contenant des centaines de vidéos. Certains individus avaient même créé leur propre série de contenus, classés, archivés et partagés comme s'il s'agissait de simples films. Ce qui choque encore davantage, c'est que ces vidéos n'étaient pas uniquement échangées dans des cercles fermés. Certains utilisateurs tentaient de les monétiser via des plateformes illégales, ou de les diffuser à d'autres communautés fétichistes, brouillant la frontière entre zoophilie, snuff film et pornographie illégale. L'affaire expose un pérenne d'Internet que très peu de gens soupçonnaient dans une telle ampleur. Des forums secrets, souvent protégés par des systèmes de cryptage et d'accès par invitation, servaient de refuge à des individus violents, dangereux et profondément déconnectés de toute morale. Le plaisir n'était pas sexuel au sens classique, il était lié à la souffrance, à la domination, à l'humiliation absolue d'un être vivant sans défense. Après la vague d'arrestations, plusieurs plateformes, dont Telegram, sont contraintes de renforcer leur modération. Mais le mal est déjà fait.
La diffusion de ces contenus dans les cercles extrémistes montre qu'il existe, au sein du web profond, des zones où toutes les limites humaines sont brisées. Les zones zadistes représentent sans doute le point de non-retour de la toxicité en ligne. Là où la communauté ne se contente plus de paroles, de moqueries ou de harcèlement, mais se transforme en club du crime, en incubateur de véritables monstres, dont les actions dépassent l'imaginable. Amanda Todd était une adolescente canadienne de 15 ans, vivant en Colombie-Britannique. Elle était comme beaucoup d'autres jeunes de son âge, curieuse, timide, parfois en quête de reconnaissance. Mais une simple erreur sur Internet allait devenir le point de départ d'un calvaire numérique de plusieurs années, qui finirait par lui coûter la vie. Tout a commencé lorsqu'Amanda s'est inscrite sur un site de chat vidéo en ligne. Elle y a parlé avec des inconnus, comme le font beaucoup d'adolescents. Un jour, un homme lui a demandé de montrer sa poitrine à la caméra. Elle a accepté, sans mesurer les conséquences. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que l'homme avait pris une capture d'écran. Ce cliché allait devenir une arme. Quelques semaines plus tard, elle a reçu un message anonyme. Son interlocuteur lui disait qu'il avait la photo compromettante et qu'il la diffuserait si elle ne faisait pas ce qu'il demandait. Amanda a paniqué. Mais le harceleur est allé plus loin. Il a envoyé la photo à ses amis, à sa famille, à son école, détruisant d'un coup sa réputation et sa tranquillité. Amanda a changé d'école. Elle a déménagé. Mais l'homme l'a retrouvée. Il a recommencé à la harceler, à diffuser la photo, à créer des faux profils Facebook pour la ridiculiser publiquement. Dans sa nouvelle école, des élèves ont découvert son passé. Elle a été moquée, humiliée, frappée, isolée. Des adolescents ont partagé son histoire, l'ont traitée de pute, de folle, de menteuse. Même ceux qui ne la connaissaient pas participaient au lynchage. Le harcèlement n'était plus seulement virtuel. Il était devenu omniprésent, permanent, implacable. Amanda a sombré dans une dépression sévère. Elle a tenté de se suicider une première fois en buvant de l'eau de Javel. Elle a survécu, mais les moqueries ont redoublé. Certains élèves l'ont félicitée d'avoir raté sa mort. Quelques semaines avant sa mort, elle a posté une vidéo poignante sur YouTube, dans laquelle elle racontait son histoire sans parler, en montrant simplement des feuilles de papier avec des phrases écrites à la main. Elle y exprimait son désespoir, sa solitude, ses cicatrices visibles et invisibles. Elle ne demandait rien d'autre qu'un peu de paix. Le 10 octobre 2012, Amanda Todd a été retrouvée morte chez elle. Elle s'était pendue. Son suicide a déclenché une onde de choc mondiale. Des millions de personnes ont vu sa vidéo posthume. Des mouvements ont été créés en sa mémoire. Des politiciens, des artistes, des activistes ont parlé de son cas. Mais cette vague d'émotions ne pouvait pas effacer le poids du harcèlement qu'elle avait subi, ni l'inertie des institutions face à la violence numérique. Des années plus tard, en 2022, un homme d'origine néerlandaise, Aydin Koban, a été extradé au Canada. Il a été reconnu coupable d'avoir harcelé Amanda et d'avoir provoqué sa mort indirectement. Il opérait depuis l'étranger, en contactant des centaines de jeunes filles qu'il menaçait avec des photos compromettantes. Amanda n'était pas sa seule victime. Il avait transformé Internet en une prison psychologique pour des adolescentes vulnérables, souvent isolées et en quête d'attention. L'histoire d'Amanda Todd reste aujourd'hui l'un des exemples les plus tragiques du cyberharcèlement poussé à son extrême. Elle nous rappelle que derrière chaque écran se trouve une personne réelle, et que les mots, les photos, les menaces virtuelles peuvent tuer. Gabby Petito était une jeune influenceuse américaine de 22 ans, passionnée de voyage. En 2021, elle part pour un road trip à travers les États-Unis avec son fiancé, Brian Laundrie. Ensemble, ils documentent leur périple sur Instagram et YouTube, partageant des images d'eux souriants, installés dans une van aménagée, explorant des parcs nationaux. Tout semble idyllique. Mais quelques semaines plus tard, Gabby disparaît. Sa disparition attire rapidement l'attention des médias, puis celle d'Internet. Les dernières vidéos montrent des signes de tension dans le couple. Une vidéo de la police,
tourné quelques semaines plus tôt, refait surface. On y voit Gabi en pleurs lors d'un contrôle routier, expliquant que Brian l'a frappé. Les soupçons grandissent. Brian revient seul chez lui. Il refuse de parler à la police. Puis lui aussi disparaît. C'est alors que TikTok devient le théâtre d'un phénomène aussi inquiétant que fascinant. Des milliers de comptes commencent à publier des théories, des spéculations, des analyses minute par minute, comme s'il assistait à une série policière en temps réel. Certains vont jusqu'à fouiller les vidéos de Gabi à la recherche d'indices, d'objets suspects en arrière-plan, de regards ambigus. Chaque détail est disséqué, la position des valises, le ton de sa voix, les couleurs qu'elle porte. Beaucoup de créateurs publient plusieurs vidéos par jour, gagnant des millions de vues. Certains en font un contenu régulier, avec des jingles, des résumés, des décors inspirés de séries criminelles. Des internautes se filment en train de pleurer, de prier ou d'accuser les proches de Gabi. La tragédie réelle devient une télé-réalité morbide, où l'empathie se transforme en opportunisme viral. Des enquêteurs amateurs se rendent même sur les lieux de sa disparition. D'autres appellent les parents de Brian pour les confronter. Des comptes se lancent dans des lectures de tarot pour savoir si Gabi est en vie. Une influenceuse TikTok prétend même l'avoir ressenti dans un rêve, affirmant qu'elle sait où se trouve son corps. Finalement, les autorités retrouvent le corps de Gabi Petito dans le Wyoming. L'autopsie révèle qu'elle a été étranglée. Peu après, Brian Laundrie est retrouvé mort dans une réserve naturelle, s'étant suicidé. Dans un carnet retrouvé à ses côtés, il confesse le meurtre. L'affaire est officiellement classée. Mais sur TikTok, cela ne s'arrête pas là. Des vidéos continuent à paraître. Certains comptes créent de fausses rumeurs disant que Gabi est encore en vie. D'autres monétisent leur contenu via des partenariats ou des dons, sous couvert de lui rendre hommage. Des familles d'autres disparus dénoncent alors l'indifférence médiatique totale à leur égard, comparée à la surmédiatisation du cas Petito. Des dizaines de jeunes femmes noires, asiatiques ou autochtones ont disparu à la même période, sans que personne n'en parle. L'affaire Gabi Petito révèle le nouveau visage du voyeurisme numérique, celui qui se cache derrière des likes, des partages et des hashtags. Elle montre comment la souffrance réelle peut devenir un divertissement, et comment des tragédies humaines sont parfois réduites à des théories de fans, à des narrations virales, sans souci des faits, ni des conséquences émotionnelles pour les proches. Ce n'était plus une enquête. C'était une série que tout le monde voulait consommer. Et comme dans toute série, peu importait la vérité. Ce qui comptait, c'était le prochain rebondissement. Sur Internet, les noms d'utilisateurs sont souvent perçus comme de simples identifiants. Mais dans certains cercles, notamment sur Twitter, Instagram ou Discord, les pseudos courts, rares ou uniques, comme Alex, John ou God, sont devenus de véritables objets de convoitise. Ils sont appelés au géamble, pour Original Gangster, et leur valeur peut atteindre plusieurs milliers de dollars sur le marché noir. Au cœur de ce phénomène se trouve OG Users, un forum spécialisé dans l'achat, la vente et le vol de contrats. C'est là que se retrouvent des hackers, des arnaqueurs, des jeunes revendeurs, et parfois, des agresseurs. Car certains sont prêts à tout pour obtenir un pseudo convoité, même à commettre des actes criminels dans la vie réelle. L'un des cas les plus choquants est celui de Sean Burton, un adolescent américain qui possédait un pseudo extrêmement rare sur Instagram et Twitter, @Sean. Ce compte valait cher. Très cher. Il recevait régulièrement des offres d'achat qu'il refusait. Il savait que céder ce pseudo pouvait entraîner des risques. Ce qu'il ne savait pas, c'est que des inconnus allaient venir le chercher chez lui. En 2020, des membres de la communauté OG Users ont découvert son adresse. Ils ont planifié une attaque. 2 adolescents sont allés jusqu'à le menacer physiquement dans sa propre maison pour qu'il transfère le compte. On lui a mis une arme sur la tempe. On lui a donné un téléphone. Il devait remettre l'accès complet au compte Instagram et aux emails associés. Il a obéi, terrifié. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans un autre cas similaire, un autre jeune homme, Joseph Plugwok Joe O'Connor,
connu pour ses piratages de comptes célèbres, a été accusé d'avoir utilisé des techniques de harcèlement, de manipulation, de phishing et de swatting pour obtenir des OG-angles. Il faisait partie d'un réseau qui ciblait à la fois des célébrités et des adolescents. Leurs armes étaient variées, piratage de cartes SIM, usurpation d'identité, menaces, voire agression. Certains cas ont dégénéré. Dans l'État du Tennessee, un adolescent nommé Sean Hendricks, victime d'un vol de pseudo, s'est retrouvé kidnappé puis laissé inconscient après avoir été battu. Le mobile? Son pseudo sur Snapchat. OG Users, bien que régulièrement dénoncé, a longtemps échappé aux mesures légales. Le forum servait de vitrine propre pour un marché souterrain très sale. Derrière des messages polis d'acheteurs intéressés se cachaient des adolescents violents, organisés et parfois liés à de véritables gangs numériques. Le FBI a fini par s'y intéresser et plusieurs membres ont été arrêtés, notamment en lien avec le piratage massif de comptes Twitter en 2020, dont ceux de Barack Obama, Elon Musk et Bill Gates. Ce qui rend cette histoire effrayante, c'est qu'elle montre jusqu'où des communautés virtuelles peuvent aller pour un nom, un mot de quelques lettres. Pour eux, ce n'est pas un simple identifiant. C'est un trophée. Un bien de luxe. Une monnaie. Et dans cette économie souterraine, le consentement, la sécurité et la dignité humaine ne comptent plus. OG Users est un exemple frappant d'une communauté où la toxicité n'est pas basée sur la haine idéologique, mais sur l'avidité et l'ego, poussés à un niveau si extrême qu'ils débordent du numérique pour devenir de véritables actes de délinquance et de violence physique. Dans le monde numérique, il existe peu de pratiques aussi dangereuses et dévastatrices que le doxing. Ce terme, dérivé de « dropping doc », révéler des documents, désigne la divulgation publique d'informations personnelles sur un individu sans son consentement, adresse, numéro de téléphone, emploi, nom de proche, école fréquentée, etc. Sur des plateformes comme KiwiFarm et 8chan, le doxing n'était pas une exception. C'était une méthode de guerre. KiwiFarm, en particulier, s'est bâti une réputation en ciblant des personnes souvent vulnérables, personnes trans, neurodivergentes, militantes féministes, journalistes, artistes, développeurs de jeux indépendants. Le principe était simple et cruel, trouver quelqu'un qui agace, fouiller chaque recoin de sa vie en ligne, l'exposer, puis inciter d'autres à l'attaquer. Des fils de discussion entiers étaient consacrés à des victimes désignées. Des centaines de messages retraçaient leur passé, leurs publications, leurs amis, leurs comptes. Les membres de KiwiFarm croisaient des bases de données publiques, fouillaient les photos pour analyser les arrière-plans, comparaient les adresses IP, retrouvaient des actes de naissance. Ce n'était pas seulement du harcèlement. C'était une traque méthodique. Une fois les données publiées, les conséquences étaient immédiates et souvent terrifiantes. Des victimes voyaient des colis livrés à leur nom sans les avoir commandés. Des livraisons de pizzas, de cercueils ou même de sextoys. D'autres recevaient des appels anonymes, des menaces de mort ou des alertes de swatting. Des harceleurs appelaient leurs employeurs pour les faire virer. Certains allaient jusqu'à contacter leur famille, leurs voisins ou leurs médecins. Le but n'était pas seulement de nuire. C'était de briser. Briser le mental, la réputation, la vie sociale et la sécurité d'un individu. Et parfois, ça marchait. Plusieurs victimes de KiwiFarm se sont suicidées, ou ont tenté de le faire. Une femme trans très active sur les réseaux, Chloé Sagal, s'est immolée par le feu après des mois de harcèlement. D'autres ont quitté Internet définitivement. Certaines ont dû déménager, changer de nom ou vivre cachées. Quant à 8chan, bien qu'ayant des usages plus variés, le site a souvent hébergé des communautés similaires. Il a été lié à la radicalisation de plusieurs terroristes et a servi de plateforme de diffusion de manifestes violents et de stratégies de doxing. Le problème majeur de ces forums est leur approche idéologique du harcèlement. Pour beaucoup de leurs membres, la cible n'est pas une victime, mais un ennemi à abattre. La souffrance infligée devient alors non seulement tolérée, mais valorisée. Le rire, le mépris, l'indifférence totale sont les carburants d'une communauté qui trouve de la jouissance dans la ruine des autres. Même après de nombreuses tentatives de fermeture,
Kiwi Farm est revenu à plusieurs reprises, hébergé dans des pays peu regardants ou caché derrière des proxys. Ce jeu du chat et de la souris montre combien il est difficile d'arrêter une communauté déterminée à nuire, surtout quand elle se cache derrière l'anonymat et la frontière floue entre liberté d'expression et incitation à la haine. Le doxing, dans ce contexte, n'est pas un acte isolé. C'est un rituel collectif, une punition publique, une manière de dire à quiconque ose parler, militer ou simplement exister, on peut effacer. Et tout le monde regardera. Discord, à sa création en 2015, était une plateforme de communication dédiée aux joueurs. Mais très rapidement, il est devenu un lieu de rassemblement pour toutes sortes de communautés, bonnes comme mauvaises. Parmi les plus sombres de ces groupes, on trouve ce qu'on appelle les Red Rooms, des salons privés ou secrets où des groupes coordonnent des attaques numériques ciblées contre d'autres utilisateurs, serveurs ou créateurs de contenu. Le principe est simple, brutal et effroyablement efficace. Des dizaines, voire des centaines de personnes, se réunissent dans un salon vocal ou textuel, où un chef de raid distribue des instructions. Ces instructions peuvent aller de l'envoi massif de messages haineux à un utilisateur ciblé, au spam d'un serveur Discord, jusqu'au harcèlement personnel de créateurs de contenu sur Twitch, YouTube, ou même dans des jeux en ligne. Ces raids sont souvent présentés comme des blagues, un divertissement pour adolescents désœuvrés. Les membres les appellent trolls, parlent de juste un peu de fun, se filment en train de rire pendant les attaques, et se vantent ensuite du chaos qu'ils ont provoqué. Mais pour leur cible, ce n'est jamais un jeu. Des serveurs de soutien psychologique, LGBTQ, ou féministes ont été envahis par des raids. En quelques minutes, des centaines de comptes inondent les canaux avec des insultes, du porno, des images gore, des mèmes racistes ou homophobes. Certains bots automatisés participent aussi, rendant la modération quasi impossible. Quand l'équipe du serveur tente de bannir les intrus, ceux-ci changent de compte, utilisent des VPN, ou font tomber le serveur avec des attaques techniques. Les victimes peuvent aussi être des individus. Une streameuse transgenre peut se retrouver submergée par des centaines de messages haineux. Un enfant qui gère un petit serveur Minecraft peut voir sa communauté détruite en une soirée. Des utilisateurs reçoivent des menaces, des montages pornographiques de leur visage, ou des appels anonymes. Le tout est ensuite capturé en vidéo, posté sur TikTok, Telegram ou YouTube, et moqué publiquement. Certaines de ces raids sont organisées dans un but idéologique, d'autres juste pour le plaisir de détruire quelque chose de fragile. Dans tous les cas, la violence est banalisée, ritualisée. On y gagne du respect, des points, des grades. Il existe des serveurs entiers qui notent les performances de raids comme des matchs de football. Discord a tenté de réagir. L'entreprise a fermé des milliers de serveurs impliqués dans ce genre d'activité. Mais comme toujours avec Internet, les groupes se reforment ailleurs, plus secrets, plus prudents. Certains passent par des invitations temporaires, d'autres utilisent des serveurs miroirs ou des canaux privés chiffrés. Ce phénomène met en lumière une mutation perverse du harcèlement en ligne. Il n'est plus toujours motivé par la haine personnelle, mais par le besoin de spectacle, de contrôle, de domination ludique. Les Red Rooms transforment des adolescents ordinaires en bourreaux anonymes, à travers une logique de groupe où l'individu se déresponsabilise parce qu'il agit avec les autres. Pour ceux qui subissent ces raids, les conséquences sont profondes. Crise d'anxiété, peur constante de se reconnecter, serveurs supprimés, réputation salie, voire idées suicidaires. Et pourtant, pour les agresseurs, ce n'était qu'un raid réussi. C'est ça, le pire. Pendant des années, le forum R9K de 4chan a servi de refuge numérique à une génération d'utilisateurs souvent en détresse. Son nom vient de Robo 9000, un système initialement conçu pour éviter les messages répétitifs, mais rapidement, il est devenu le lieu de rassemblement d'hommes jeunes, isolés, parfois désabusés. Beaucoup y parlaient de solitude, d'échec amoureux, d'anxiété sociale ou de désespoir. Mais cet environnement, saturé d'anonymat, d'ironie et de mépris de soi, est aussi devenu un terrain fertile pour une forme particulièrement perverse de manipulation. C'est dans ce contexte qu'un pseudonyme a émergé, Reiko.
On ne sait pas exactement quand ni comment cette figure a commencé à s'imposer. Il ou elle, le genre reste incertain, apparaissait comme une personne chaleureuse, cool, et surtout compréhensive, dans un espace où l'expression de la fragilité masculine est souvent tournée en dérision. À travers une rhétorique de soutien, Reiko a gagné la confiance de nombreux utilisateurs jeunes, souvent encore adolescents, en leur parlant de genre, d'identité et de transformation. Tout commençait comme un jeu Reiko, et un petit groupe de suiveurs qu'elle a rapidement attiré autour d'elle, proposait à certains utilisateurs de relever des défis. Il les encourageait à enfiler des sous-vêtements féminins, se maquiller légèrement, se raser les jambes, prendre des selfies. Le ton était à la fois léger et flatteur, on les appelait mignons, adorables, on disait qu'ils avaient un potentiel. Certains adolescents, souvent en mal de validation, se prenaient au jeu. Et très vite, les choses devenaient plus intimes. Ce qui se présentait comme une simple expérimentation devenait un processus structuré et progressif, avec un enchaînement de défis. À chaque étape, des captures étaient exigées, nouvelles tenues, nouvelles poses, nouvelles vidéos. Ceux qui refusaient étaient confrontés à une pression grandissante. Les photos déjà envoyées devenaient des outils de chantage. Tu continues ou on montre ça à tes amis. Tu veux qu'on envoie ça à ta mère? Tu crois que tu peux reculer maintenant? Les victimes se retrouvaient prises au piège. Parmi les membres du groupe, certains agissaient de façon plus radicale encore. Selon plusieurs témoignages, certaines cibles étaient convaincues de commencer un traitement hormonal, sous la pression et la manipulation de leur coach. L'idée était toujours la même, tu es en train de devenir qui tu es vraiment. Ce n'est pas du travestissement, c'est ta vraie nature. Tu dois juste l'accepter. Cette rhétorique pseudo-psychologique servait à camoufler une mécanique de domination mentale. On ne guidait pas vers une identité librement choisie, on poussait à s'abandonner, sous menace de représailles. Les preuves de ces abus ont commencé à circuler en 2018. Plusieurs utilisateurs ont commencé à publier des captures d'écran de conversations privées sur Discord, où se déroulait une grande partie de l'organisation. Ces fuites montraient des canaux structurés, un classement des pièges, terme utilisé sur 4chan pour désigner un homme déguisé en femme, des commentaires humiliants ou hypersexualisés sur les photos reçues, et surtout, des échanges explicites où Reiko dirigeait ses transformations avec une précision glaciale. On y découvrait aussi un certain sadisme, certains messages se moquaient ouvertement de l'angoisse des victimes, les qualifiant de déjà foutus ou de trop profonds pour revenir en arrière. Reiko et d'autres encourageaient les autres membres du serveur à prendre la relève, à guider d'autres recrues, à répéter la méthode. Un événement tragique a cristallisé l'attention. En 2018, un jeune homme anonyme, que certains internautes ont associé à cette affaire, s'est suicidé en direct sur YouTube. Dans la vidéo, il apparaît armé, lisant quelques mots sur sa solitude, puis se tire une balle dans la tête. Si aucun lien formel n'a été établi entre son geste et Reiko, beaucoup y ont vu le résultat direct de ce type de pression mentale. Le choc a été immense. Les vidéos ont été supprimées, mais les témoignages ont circulé comme une traînée de poudre. À partir de ce moment, plusieurs internautes ont décidé de briser le silence. Des captures de conversations, des témoignages de victimes, des documents Discord ont été partagés sur Reddit, KiwiFarm et Twitter. Le pseudonyme Reiko est devenu une légende noire d'Internet, ni totalement confirmée, ni démentie, mais omniprésent dans les récits de ceux qui affirmaient avoir été manipulés. Des enquêteurs amateurs ont tenté de remonter jusqu'à l'identité réelle de Reiko, sans succès. Le groupe s'est désagrégé dans l'ombre. Les serveurs ont fermé. Les traces ont été nettoyées. Mais les cicatrices sont restées. Certains anciens pièges ont pris la parole publiquement. Certains ont expliqué qu'ils avaient, par la suite, assumé leur féminité ou leur transidentité, mais pas à cause de Reiko malgré elle. D'autres ont avoué avoir été profondément traumatisés, avoir perdu toute estime d'eux-mêmes, avoir dû suivre une thérapie pour se reconstruire. Des parents ont découvert les échanges bien trop tard, et certains ont tenté de porter plainte, sans jamais retrouver les responsables. Aucune action légale concrète n'a été rendue publique à ce jour. Le flou persiste, comme souvent avec les histoires issues des marges d'Internet.
Mais pour ceux qui y ont été confrontés, l'affaire Reiko incarne une vérité crue, que sous couvert de libération de l'identité, certains individus manipulent, contrôlent et détruisent. Non pas pour aider, mais pour dominer. Et que dans les coins les plus sombres du web, l'anonymat est l'arme la plus puissante pour faire du mal sans jamais être vu. Ice Poséidon, de son vrai nom Paul Denino, est un ancien streamer américain devenu célèbre au milieu des années 2010. Il a commencé sa carrière sur Twitch en jouant principalement à Old School RuneScape, où sa personnalité exubérante et imprévisible lui a rapidement permis de se distinguer des autres créateurs. Mais ce n'est pas tant son gameplay qui a captivé son public que sa façon de briser les règles, de jouer avec les limites du bon goût, et de se mettre constamment en danger ou en situation embarrassante. En 2016 à 2017, il se tourne vers le streaming IRL, un format où il se filme dans la rue, au restaurant, chez lui ou en déplacement, en interagissant avec des inconnus, des fans ou des membres de sa communauté. Ces lives diffusés en temps réel deviennent rapidement viraux, notamment parce qu'ils sont souvent chaotiques, imprévisibles, et parfois même dangereux. Autour de lui se forme alors une communauté ultra fidèle, bruyante et peu modérée, qu'on appellera la Purple Army. Ce groupe devient une entité à part entière, se rassemblant sur des plateformes comme Discord, Reddit, YouTube et les chats Twitch. Pour faire partie de la Purple Army, il suffisait d'adopter certains codes, utiliser les mêmes emojis, afficher une photo de profil identique, généralement une image déformée ou stylisée de Ice Poséidon, et adopter un comportement provocateur voire agressif envers ceux qui n'étaient pas dans le clan. Cette uniformité visuelle et comportementale donnait à la communauté des allures de culte numérique, avec ses propres rites, symboles et hiérarchies. La Purple Army s'est rapidement fait remarquer, non pas seulement pour sa loyauté, mais surtout pour sa toxicité extrême. Les membres de la communauté organisaient régulièrement des raids sur d'autres streamers ou créateurs de contenu. Ces raids consistaient à envahir les chats en ligne pour y spammer des messages haineux, racistes ou sexistes, dans le but de provoquer ou d'intimider. Ils faisaient également du doxing, publication d'informations personnelles, l'essai de fausses critiques sur des commerces associés à des cibles, et, dans les cas les plus graves, procédaient à du swatting, une pratique illégale qui consiste à appeler la police en inventant une fausse menace, prise d'otage, bombe, etc., pour faire intervenir une unité spéciale chez quelqu'un, souvent en direct lors d'un stream. Ice Poséidon lui-même a été victime de swatting à de multiples reprises. Le cas le plus médiatisé s'est produit en 2017, lorsqu'il a été expulsé d'un avion à l'aéroport de Phoenix après qu'un membre de sa communauté, via le chat, ait passé un faux appel aux autorités. Cet incident a été déterminant, Twitch a décidé de le bannir définitivement, estimant qu'il mettait en danger les autres passagers et l'intégrité de la plateforme. Cette exclusion marque le début de la chute publique d'Ice Poséidon. Après son bannissement de Twitch, Denino tente de relancer sa carrière sur YouTube et d'autres plateformes alternatives. Il continue à faire des streams IRL, souvent avec des personnalités controversées ou des anonymes croisés dans la rue. Mais les mêmes problèmes reviennent, harcèlement de ses invités, menaces, comportement extrême de sa communauté, et incapacité à modérer son propre contenu. La situation devient si incontrôlable que Reddit finit par bannir son subreddit, expliquant que la communauté enfreignait de manière répétée les règles contre la haine et le harcèlement. Malgré quelques tentatives de réinvention, Ice Poséidon reste marqué par son héritage. En 2022, il est de nouveau dans la controverse lorsqu'il est accusé d'avoir organisé un scam autour d'une crypto-monnaie qu'il a promue, pour ensuite retirer l'argent sans prévenir les investisseurs. Il reconnaît lui-même publiquement avoir gardé les fonds, ce qui confirme aux yeux de beaucoup son manque total d'éthique. L'histoire d'Ice Poséidon est devenue un cas d'école dans le monde du streaming, un exemple flagrant de ce qui peut arriver quand un créateur refuse de poser des limites à sa communauté. Sa montée fulgurante, puis sa chute alimentée par la toxicité qu'il a lui-même entretenue, montre que l'engagement d'une audience ne vaut rien s'il est construit sur le harcèlement, la provocation et la manipulation. Aujourd'hui encore, des créateurs citent son parcours comme un avertissement, ne pas contrôler sa communauté, c'est en perdre le contrôle, parfois de manière irréversible. En 2012,
un utilisateur du dark web connu sous le pseudonyme Anteo a publié un compte-rendu sur un forum affilié à The Human Experiment. Il prétendait avoir mené une expérience sur un homme sans-abri, qu'il aurait enlevé dans une ville d'Europe de l'Est. L'homme, d'environ 40 ans, avait été drogué, transporté, puis enfermé dans une pièce souterraine sans lumière, ni bruit, ni aucun contact humain. Anteo expliquait que la pièce était parfaitement insonorisée, sans source lumineuse, sans objet. Le sol était en caoutchouc, légèrement incliné pour évacuer les déchets. Le sujet recevait par une sonde gastrique une solution nutritive automatisée 2 fois par jour. Aucun son n'était émis. Aucun visiteur ne venait. Une caméra infrarouge permettait de l'observer à distance. Les premiers jours, le sujet aurait tenté de parler, puis de hurler. Il avait crié pendant près de 48 heures d'affilée, jusqu'à perdre sa voix. Ensuite, il se serait mis à frapper les murs, puis à se cogner volontairement la tête. Au bout du 6e jour, selon le journal d'Anteo, l'homme restait immobile pendant de longues heures, puis explosait soudainement de rage, puis retombait dans un mutisme. Vers le 10e jour, le sujet aurait commencé à parler seul, murmurant des phrases sans sens. Il aurait uriné et déféqué n'importe où, couvert de plaies, désorienté. À partir du 17e jour, il aurait tenté de s'arracher la peau du bras avec les dents. Le poste affirmait qu'il répétait en boucle une seule phrase, « L'heure est vide ». Il ne réagissait plus du tout aux bruits internes de son corps, battements cardiaques, respiration, et se serait mis à se frapper le visage jusqu'à se casser les dents. Le jour 23, Anteo note, plus aucune réaction au mouvement ou son. Il est conscient mais vide. Je pense qu'il n'a plus aucun repère intérieur. Le 27e jour, le sujet se serait allongé au sol, nu, et n'aurait plus bougé. Le 30e jour, lorsque la porte a été ouverte, l'homme était vivant mais dans un état catatonique. Il ne reconnaissait plus les visages, ne parlait plus, ne réagissait même pas à la douleur. Son rythme cardiaque était ralenti, sa tension extrêmement basse. Il a été euthanasié le jour même, selon les mots de l'auteur. Aucune preuve directe de l'identité du sujet, ni de la localisation, n'a été fournie. 3 photos floues accompagnaient le post, montrant un homme dans une pièce nue, recroquevillé, les yeux couverts d'un masque noir. Le post a disparu moins d'un mois après sa publication. En 2020, un forum du dark web nommé Sanction Suicide Deep était l'un des lieux les plus toxiques et sombres accessibles via Tor. Officiellement présenté comme un espace de discussion libre sur la fin de vie, ce forum était en réalité un endroit où des utilisateurs encourageaient activement le suicide d'autres membres, souvent jeunes, souvent en détresse réelle. Le forum était organisé en plusieurs sections, méthodes, discussions générales, témoignages et un sous-forum appelé Goodbye Megathread, où les membres annonçaient leur date de suicide prévue. Les modérateurs laissaient ce contenu visible, et les autres membres réagissaient parfois par des emojis, ou des phrases comme « Courage, tu vas enfin être libre » ou « Tiens bon jusqu'au jour J ». Des guides extrêmement détaillés y circulaient, avec des fichiers PDF sur les doses de médicaments létals, les meilleurs mélanges de gaz, les modèles de cordes recommandés, et même des suggestions pour ne pas rater son suicide. Une affaire particulièrement glauque impliquait une adolescente canadienne de 17 ans, prénommée Emma. Elle avait rejoint le forum quelques semaines après avoir cherché de l'aide sur Reddit, où elle disait se sentir épuisée, vide, inutile. Les utilisateurs du forum l'ont repérée, certains l'ont ajoutée en message privé pour l'inviter à quitter les espaces de normie et rejoindre la vraie communauté. Là, elle a été dirigée vers un tutoriel intitulé SN Guide, The Peaceful Way Out, un guide d'utilisation du nitrite de sodium, un additif alimentaire légal vendu en ligne, mais mortel à forte dose. Emma a posté un message intitulé « Mon dernier journal » le 8 février 2021. Elle y détaillait ses préparatifs, son dosage, la chambre d'hôtel où elle comptait passer à l'acte. Une dizaine de membres ont commenté sous son message, la félicitant pour son calme, l'encourageant à ne pas paniquer à la dernière seconde et surtout à ne pas prévenir les secours pour rien. Le lendemain, Emma a été retrouvée morte dans une chambre d'hôtel, à côté d'un flacon vide de nitrite de sodium. Les autorités canadiennes,
après avoir trouvé ces messages et recherches, ont tenté de remonter au forum. Mais le site, hébergé sur plusieurs serveurs en Russie et en Asie, avait déjà changé d'adresse. Ce cas n'était pas isolé. Des enquêtes journalistiques ont révélé que plus de 45 suicides depuis 2019 seraient liés directement à ce même forum ou à ses miroirs cachés. Dans certains cas, les membres plus anciens partageaient même les captures d'écran ou les messages finaux de ceux qui avaient réussi, en les appelant « trop excités ». L'empathie réelle était quasiment absente. Les rares personnes qui tentaient de convaincre quelqu'un de rester en vie étaient bannies pour interférence émotionnelle. Le forum a changé de nom plusieurs fois depuis, bloqué puis relancé sous d'autres identités sur Tor. Il reste aujourd'hui l'un des symboles les plus sombres de ce que le dark web peut encourager, non pas l'information libre, mais la désintégration volontaire et aidée de personnes en souffrance. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.